Bonjour à tous et soyez bienvenus à ce nouvelle vidéo. Aujourd'hui sera le bilan 2015. Elle est en retard, mais voilà, j'ai quand même pris le temps de regarder plusieurs films pour pouvoir faire un récapitulatif sur toute l'année 2015. Donc voilà, on va bientôt commencer par les surprises de l'année. Et il y en a beaucoup puisque j'ai plus de 40 films qui m'ont surpris. Alors je vais, sans perdre de temps, j'ai pas le temps non plus de faire un avis très rapide dessus. Je vais vous dire qu'est-ce que je pense, quels sont tous les films qui m'ont surpris. Jurassic World, Furious 7, Avengers 2, Spectre, Mission Impossible 5, The Martian, It Follows, Shaun le Mouton, Magic Mike XXL, Project Almanac, Bob l'éponge 2, Cendrillon, Dragon Blade, Chappie, Run All Night, Le Tout Nouveau Testament, Sicario, San Andreas, Ted 2, Southpaw, Amy, Insidious 3, Selfless, Pixel, Condor Uncle, Fantastic Four, oui vous avez entendu, Imitation Game, The Visit, Le Labyrinthe 2, Pan, Hotel Transylvania 2, Le Domaine des Dieux, American Sniper, Le Voyage d'Arlo, Creed, Joy, Krampus, Kingsman, In the Heart of the Sea, Goosebumps, Crimson Peak, Bridge of Spies, Monkey King Hero is Back et Big Hero 6. Donc voilà, ça c'était les surprises. Pour plaisir coupable, j'en ai surtout 3. C'est The Last Witch Hunter, Victor Frankenstein et le remake de Point Break. Oui, le remake de Point Break, vous avez bien entendu. Voilà, c'est fait assez rapidement. Maintenant, on va pouvoir passer aux déceptions de l'année, ainsi que le flop et le top 5 de 2015, avec des mentions spéciales. Parce que je trouve que l'année 2015 est une année vraiment bien meilleure que celui de 2014. Mais bon, sans plus tarder, le top 5 de la déception, c'est parti. Et en termes de mention spéciale pour les déceptions, nous avons Ant-Man, Marvel Studios a atteint ses limites, 51 degrés, à part les scènes de sexe, rien de spécial. Home ou En route, l'animation est pas mal, mais à un moment donné, l'humour est très lourd. Divergente 2, il arrive à être meilleur et moins bien que le premier, ce qui est un exploit. Shell 44, très lent. Et enfin, Hot Pursuit, ouais. Entourage, Survivor, ben non. Et The Gallows, ben médiocre, malheureusement. Pour ce qui est des déceptions, nous avons en numéro 5 Les Mignons. C'était pas fameux tout ça. Faire un spin-off sur Les Mignons, ben déjà pourquoi? Parce que à part peut-être pour redonner un background, ce qu'ils essayent de faire, mais en soi une aventure rien que pour Les Mignons, ben c'est quelque chose qui peut fatiguer très vite, et c'est justement le cas pour le film. Mais le cas qui m'a le plus exaspéré dans le film, ce sont les méchants, qui sont doublés en français par Guillaume Canet et Marion Cotillard. Les deux ils surjouent, de trop même. Et c'est pour ça que j'ai jamais apprécié Marion Cotillard en fait. C'est parce que c'est quelqu'un c'est une fille qui peut bien jouer comme elle ne peut pas bien jouer. Donc t'as certains films où elle joue super bien, que ce soit dans des films français, belges ou dans certains films américains. Mais je sais pas, t'as des moments où elle joue mais n'importe comment. Dans Fury, qui était l'un de ses premiers rôles, c'était le cas. Dans The Dark Knight Rises, c'était le cas. Et dans Mignon, là, c'était plus ou moins le cas. Parce que, franchement, la version américaine de la méchante, jouée par Marion Cotillard, avait ce côté également très surjeu, mais au moins, voilà, ça restait agréable. Mais là, c'est juste énervant, c'est tout. Et en plus de ça, ben, à part pour introduire entre guillemets les deux précédents films de Moi Moche et Méchant, à quoi ça sert? Sérieusement,
On n'en avait pas vraiment besoin. Donc voilà, les mignons, c'est assez frustrant car trop de mignons peut tuer l'humour des mignons. Donc c'est le cas pour le film. Et c'est pour ça, mais il est quand même 5ème place parce que il y a quand même cette qualité de vouloir donner un background à l'histoire. Donc voilà, pas le pire mais pas le meilleur, loin de là. En numéro 4, nous avons Mordecai, ou Mordecai si on veut. Pour être honnête, j'adore Johnny Depp. C'est un mec qui est très polyvalent. Dans n'importe quel rôle, il arrive à donner une autre touche qu'on ne voit pas dans les autres rôles qu'il fait. Mais ici dans Mordecai, même s'il s'en sort plus ou moins bien, le film est vraiment pas génial du tout. Le gros problème, je dirais, du film, c'est que c'est carré. Soit dans la mise en scène, dans l'histoire, ou même dans la narration, c'est très carré. Et on a tendance à beaucoup se faire chier, et même les moments de rigolade, ben ils ne sont pas si drôles que ça au final, et on s'ennuie vraiment plus. Et c'est vraiment dommage parce que Mordecai, qui est un film qui est vendu comme étant une comédie d'aventure, ben est beaucoup trop classique pour vraiment être dedans, ce qui est dommage. Donc voilà, ben Mordecai, c'est très très frustrant et c'est vraiment dommage parce qu'on aurait pu aller un peu plus loin. Quand j'ai dit les seuls points positifs qui sauvent plus ou moins le film, c'est le casting, mais voilà, ça s'arrête là et c'est pour ça qu'il est 4ème place. 3ème place, Black Hat, c'est de Michael Mann. Donc Michael Mann aussi, c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien, enfin c'est celui qui a fait le dernier des Mohicans, qui est l'un de mes films préférés de tous les temps. Il a même fait il a même fait aussi les Public Enemy et autres. Mais là, pour ce film, je le classerai en un mot pour décrire ce qu'est Black Hat, c'est qu'il est chiant. Ça fait vraiment mal dire ça puisque les films Michael Mann ne sont pas connus pour être des films extrêmement rapides. Parce que quand on regarde le dernier Mohican, lui aussi il avait une narration assez lente. Ici, malheureusement, ben c'est vraiment la lenteur ici se fait vraiment sentir là où dans les autres ça passait puisque il y avait parce qu'en termes de narration ça passait super bien. Là, on peine à suivre des trucs, enfin les personnages, on essaie de les suivre sans problème et tout ça, mais voilà, ça s'arrête là. Les acteurs, eux, ils s'en sortent plus ou moins bien. En termes d'informatique, c'est plutôt bien cherché, mais sinon, ça reste quand même assez frustrant, surtout à cause de sa lenteur, ce qui est vraiment dommage. Et franchement, je pense pas que ce film remettra Michael Mann à jour. Donc, voilà. Michael Mann, le Black Hat de Michael Mann, ben, vraiment, j'ai été déçu par le film alors que j'attendais plus ou moins un minimum. Ce qui le sauve, c'est, encore une fois, son casting et les quelques recherches informatiques dessus, mais ça s'arrête là. Voilà. En numéro 2, nous avons Jupiter Ascending, qui pour tous ceux qui ont des TC, ils appellent Jupiter Descending. Sympa le jeu de mots. Alors, Jupiter Ascending, le problème que j'ai avec ce film, c'est que justement, on voit que les Wachowski ont essayé de donner un peu leur nouveau Matrix, entre guillemets, grâce à ce film. Mais malheureusement, voilà, je trouve que le scénario, on sent que ça a été fait pour être un Matrix 2.0. On sent trop que le film essaye d'être à beaucoup de richesse, mais que malheureusement, les idées étaient beaucoup trop riches pour tenir sur un seul film. Et surtout en un film de même pas 2 heures. Il y a tellement eu d'idées que même 2 heures, ça ne suffisait pas pour ce film. Et aussi, les acteurs, enfin, à part Mila Kunis, ils s'en sortent plus ou moins bien. Mais où Eddie Redmayne, ben,
Lui par contre, il surjoue péniblement, il cabotine même. Heureusement qu'on va le retrouver bien après, surtout dans les Animaux Fantastiques, spin-off de Harry Potter. Je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Mais voilà, le problème du film, c'est que c'est un truc qu'on a revu encore. C'est juste une idée comme ça. C'est que c'est l'héroïne principale qui est un peu la demoiselle dans la détresse à chaque fois. Ce qui est, à la longue, vraiment embêtant. Et ça fait vraiment chier. Surtout en 2015. Alors qu'on sait que ce genre de choses, on l'a vu des milliers de fois. Qu'on aurait mis ça dans le contexte du Moyen-Âge. Quand par exemple dans un film Dragon Slayer, justement, Don Bluth a justement annoncé qu'un film Dragon Slayer pourrait venir. Là oui, j'accepterais le fait qu'il y aura une demoiselle en détresse. Parce que c'est dans le contexte, ça marche. Dans la science-fiction, on n'est plus dans la science-fiction où... Enfin, je veux dire, dans la science-fiction de maintenant, en 2015, ce genre de choses, ça ne fonctionne plus, quoi. Et je pense que tout ce groupe-là, qui soi-disant protège les valeurs des mecs, il devrait un peu se remettre en question parce que franchement, si on devait revenir en arrière, on n'aurait rien changé. Et gueuler contre Mad Max ou Star Wars 7 pour être soi-disant des films féministes, ça ne changerait que dalle. Donc à votre place, au lieu de faire des coups de gueule aussi inutiles, ils devraient plutôt se réfléchir un petit peu à ce qu'ils disent et d'essayer de vraiment avoir une vie. Parce que là, franchement, pour ces mecs-là, c'est n'importe quoi. Donc, voilà, Jupiter Ascending, c'est le film noir des Wachowski. L'intention est là, la forme est très bien, les acteurs sont très bien. Mais dans le fond, c'est bateau. Et on espérait vraiment plus. Et c'est justement, je pense que c'est un peu ça qui a fait vraiment effrayer la Warner Bros. Parce que comme l'univers était trop riche, ils ont voulu trop condenser. Et au final, on a maintenant un film beaucoup trop simple. Mais voilà, tous ces films ne sont rien face à une grosse déception que je vous donne tout de suite. Le numéro 1 de mon top 5 des déceptions. Pour beaucoup de gens, ça va pas être une grosse surprise, même si ils auraient préféré que ça soit dans le flop. Mais bon, voilà, moi je fais ce que je veux. Alors pour moi, c'est Terminator Genesis en tout premier. L'univers de Terminator était excellente. À part peut-être le 4, que c'est celui que j'apprécie le moins. Au moins, voilà, le 4 avait au moins une petite excuse, c'était justement de créer vraiment cette alternative avec le futur qu'on connaissait dans les 3 premiers films. Et justement, dans Terminator 5, le problème de ce Terminator, c'est que c'est un pitch de presque tous les films de Terminator condensé en même temps qui est sous prétexte d'essayer de faire hommage aux 2 premiers films et d'oublier le Terminator 3 et 4, alors que ce n'est juste qu'un mélange complètement difforme de tous les films de Terminator pour au final n'être qu'une version bâtarde de celle-ci. C'est ça Terminator 5 en gros. Ce Terminator Genesis en gros. Le problème c'est que vraiment on a confié à la réalisation sûrement la mauvaise personne parce que Alan Taylor, je pense pas que c'était la bonne personne pour réaliser un Terminator. On aurait pu confier ça à un mec qui était vraiment, comment dire, habitué des films d'action apocalyptiques comme ça. Ils auraient même pu donner à Francis Lawrence, même si la réalisation ça aurait été bateau, au moins ils auraient pu rendre quelque chose de plus ou moins convenable. Ou à la limite, peut-être, je dis bien, peut-être en termes d'action, ça m'aurait même pas excusé s'ils avaient mis Len Wiseman à la place, parce que Len Wiseman, c'est peut-être un yes man, mais c'est quand même quelqu'un qui a un sens du spectacle, surtout quand on voit le remake de Total Recall, c'est tout à fait ça. Mais ici, pour le coup, Terminator Genesis, le problème du divertissement ici, c'est que c'est trop basique. Il n'y a rien de vraiment extraordinaire dans le film. Et surtout que le scénario est un vrai... C'est un vrai bordel. Un peu comme le scénario d'Avengers 2. C'est vrai que je l'ai mis dans les surprises, mais il est mis dans les surprises parce que c'est en termes de vraiment de gigantisme.
par rapport au divertissement. Alors que dans ici pour Terminator Genesis, c'est autre chose. Déjà, ici le bord, ce n'est pas quand Avengers, parce que dans Avengers 2, le scénario bordélique, c'était justement parce qu'il y avait ce problème dans la production, qu'on voit que voilà, il y avait certaines idées, mais qu'ils n'ont pas pu être dedans, ou ceci et cela. Ici, pour Terminator Genesis, c'est juste un bordel qui n'a aucun sens. C'est vraiment ça. Le divertissement, on se laisse prendre, mais on oublie tout parce que les scènes d'action ne sont pas mémorables. Et aussi parce que il manque une vraie patte derrière. Un peu comme Jurassic World aussi, même s'il est dans les surprises, mais surprise dans le sens où il arrive à me faire retrouver l'univers de Jurassic Park. Mais ça s'arrête là. Mais pour Terminator Genesis, les acteurs, limite, s'en sortent. À part Arnold Schwarzenegger et Emilia Clarke qui s'en sortent plus ou moins bien. Jensen Clark, mouep. Mais sinon voilà. Sinon voilà. Courtney, c'est celui qui fait plus de pitié. Et bien entendu, encore une fois, c'est tout c'est cette idée de voyage dans le temps presque constant, juste parce que c'est fait grand et tout ça. Donc voilà, Terminator Genesis, c'est mon film le plus décevant d'année. Et il aurait pu être dans le flop, mais je trouvais qu'il y avait d'autres films qui étaient bien pires que celui-là. Et c'est justement là qu'on va y aller. Parce qu'on va continuer à plonger dans la merde. D'abord pour les mentions spéciales, pour le flop, nous avons Hot Tube Machine 2, énervant. The Larus Effect, moche. Beyond the Mask, chiant et lent. Poltergeist, inutile. Pyramide, nul, à chier. Sinister 2, carrément à côté de la plaque. Transporter 4, inutile et vraiment pas terrible. Paranormal Activity, Ghost Dimension, j'en ai rien à foutre et c'est extrêmement mauvais. Et finalement, Alvin et les Chipmunks 4, s'il vous plaît, arrêtez avec cette merde, s'il vous plaît. Donc voilà, au numéro 5 du flop, nous avons Hitman Agent 47. Autant j'aimais beaucoup le premier Hitman, c'était un plaisir coupable, mais au moins ça restait divertissant. Il reprenait quelques éléments du jeu sans pourtant le respecter, comme toute adaptation en gros. Le but d'une adaptation, c'est être indépendant de l'œuvre originale, sans pour autant être totalement éloigné. Mais ici, pour le coup, pour Hitman Agent 47, c'est que on ressent certains trucs qui sont très proches du jeu, comme par exemple, on reconnaît le costume. Bon, il y a le costume de l'agent 47, mais ça, même dans le premier film Hitman, il était déjà là. T'as aussi quelques moments d'infiltration, je dis bien des petits moments parce que le restant c'est que de l'action. Tu as des moments où t'as vraiment des moments aussi où ce côté vraiment imposant et voire même parfois même discret de l'agent 47 et aussi le fait qu'il est assez stratégique pour tuer ses cibles. Mais sauf que voilà, cet élément, ça se retrouve plus dans Hitman Absolution que dans les précédents. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Hitman Agent 47, comme qualité, ce que je peux dire, c'est certains éléments du jeu, certaines scènes d'action qui sont les scènes d'action qui sont divertissantes pour la plupart. Mais sinon, pour le reste, c'est un film qui est vraiment, qui est irréaliste au possible. Je sais que c'est un peu dur de dire ça, parce que quand une fiction, c'est jamais vraiment réaliste, c'est juste dans le traitement qui est réaliste. Sauf ici, c'est que c'est un peu de trop. Je veux dire, par exemple, deviner comme ça que le méchant est à Singapour, what the fuck, même si ce sont des mecs ultra intelligents et ultra modifiés génétiquement, ça n'a aucun sens. L'agent 47 qui est totalement invincible, il se reçoit carrément une balle dans le dos qui aurait pu toucher son corps, il est toujours vivant. Il casse une vitre pour envoyer des gardes sur
un espèce de ventilateur géant. L'agent 47 il ne se fait même pas emporter par le ventilateur. Tu as la meuf qui arrive à se libérer du ventilateur géant alors que le ventilateur a une puissance d'aspiration assez forte. Voilà quoi, je veux dire, c'est vraiment ce côté trop irréaliste. Et en plus que l'agent 47, ils essaient de donner un passé, mais au final tu t'en fous quoi. Je veux dire, le mec il est tellement invincible dans toutes les scènes d'action où il apparaît. Ou même, comment tu peux être totalement avec lui, même avec la fille quoi. Ils sont totalement invincibles. Et même le méchant du film, c'est un espèce de T3000 2.0, c'est tout. Donc voilà, Hitman Agent 47, c'est vraiment un mauvais film. Ça peut divertir comme ça, mais franchement, le film est clairement en dessous des attentes, surtout si on est très fan du jeu. Et encore moins pour ceux qui s'attendaient vraiment à une version assez intéressante de Hitman. Il est quand même 5ème, puisque quand même, comme j'ai dit, ça divertit quand même un petit peu. C'est quand même... il y a quand même certains trucs comme ça qu'on peut voir qui sont assez bien. Mais voilà, c'est pas le meilleur. C'est pas le pire, mais c'est pas le meilleur. Loin de là. Ensuite, numéro 4. Taken 3. Déjà que faire une suite à Taken, le tout premier du nom, c'était déjà... ça ne servait à rien. Alors faire un troisième qui, en plus de ça, est non seulement moche, mal réalisé, avec des acteurs qui ne croient pas, à part un, et le fait un scénario qui part dans tous les sens, je vois très mal comment ce troisième volet pourrait être légal ou aurait pu surpasser le deuxième volet. Parce que franchement, je vais être honnête parce que pour la saga Taken, le premier était très bien, le deuxième il était fandard, et même si je trouvais qu'il ne servait à rien, et le troisième, c'est vraiment une daube quoi. Franchement, même le montage, enfin la même chose que la mise en scène, elle est condensée, mais il est surdécoupé, mais t'as même des moments où tu as une course-poursuite et ils te font au moins 10 plans pour montrer juste une voiture qui crache. Merde quoi, je veux dire, ils auraient pas pu le résumer ça en seulement 2 ou 3 plans. Non mais franchement, et le scénario, mais c'est juste un copier-coller du Fugitif quoi, je veux dire, c'était déjà un film c'est un film avec Harrison Ford en plus. Et Tommy Lee Jones. Ça ne sert à rien, mais on essaye vraiment de donner un côté conclusion, mais au final tu t'en fous en fait. Le méchant, en fait, tu sais déjà c'est qui le méchant en fait. Et les scènes d'action, ils auraient pu être pas mal, mais le problème c'est que c'est la mise en scène qui gâche tout. Et le montage aussi. Le seul point positif que j'ai à retenir, c'est vraiment Liam Neeson qui reste quand même fidèle à lui-même, qui prend encore plaisir dans ce film, parce que qu'en année 2015 il y avait Run All Night, j'avais finalement trouvé le nom, Run All Night de Jamet Collet-Serra, qui a fait Non-Stop et Sans Identité. Justement là, dans Run All Night, Liam Neeson s'en sortait très bien. Le scénario était certes classique, mais ça se laissait prendre. Mais dans Taken 3, ce n'est pas que c'est mauvais, mais c'est juste que c'est déjà vu et que t'en as rien à foutre. C'est ça le problème. Donc voilà, Taken 3, c'est le pire de la saga Taken, qui n'aurait pas dû être une saga. Il aurait pu se contenter que d'un seul film. Mais le seul point positif, c'est Liam Neeson, ou à la limite peut-être certaines scènes d'action quand ils ne sont pas illisibles. Mais sinon pour le reste, on en a rien à foutre en fait. Voilà pourquoi. Donc pour le numéro 3, nous avons... en fait non. Avant de vous dire le numéro 3, je vais vous dire que le top 3 de cette flop est majoritairement
français. Et oui, le cinéma français aujourd'hui, en cette année 2015 s'est bien cassé la gueule, puisque en troisième place, nous avons le fameux, l'unique, l'extraordinairement moche Pourquoi j'ai pas mangé mon père de Jamel Debbouze. Autant j'aimais beaucoup Jamel Debbouze à la période du Jamel Comedy Club, qui était certes pas l'humour, pas le meilleur humour du monde, mais qui se laissait prendre. J'aimais beaucoup certains films comme Indigène, Hors la loi, ou même aussi dans certaines comédies où il apparaît comme Mission Cléopâtre, ou même Hollywood qui est pas mal, enfin juste pas mal, ou encore Sur la piste du marsupilami qui est moyen en tant que comédie mais qui se laisse prendre en tant que film. Mais là, franchement, pourquoi j'ai pas mangé mon père, je n'ai qu'un mot pour dire à quel point ce film est vraiment mauvais. Prétention. Ce film est prétentieux à un point inimaginable. Jamel Debbouze a vendu ce film comme étant le premier film de performance capture en Europe. Ce qui est totalement faux. On a eu des films européens qui ont déjà essayé d'utiliser ce principe et ils l'ont bien mieux utilisé. On a eu Renaissance, que je ne suis pas fan de ce film mais que je reconnais que le style graphique était impressionnant. Il y a eu The Prodigies qui utilisait certains points de performance capture. Tu as eu aussi le Tarzan 2014 qui, même si c'était une merde, il avait quand même... c'était un film allemand, donc voilà. Non, Pourquoi j'ai pas mangé mon père n'est pas le premier film européen utilisant la performance capture. Le premier film français sûrement, mais pas le premier film en Europe. Et déjà, pour commencer, sur le film. Pour être gentil avec le film, il y a quelques points que je pourrais donner. Bon, il y a la mise en scène, qui est plus ou moins pas mal. Si on oublie la version GoPro utilisée au moment où le personnage de Jamel Debbouze, Edward, s'est mis sur deux pattes. Ça fait vraiment un truc complètement bizarre. Et aussi, nous pouvons aussi voir que, également, un rythme plus ou moins bien soutenu, un thème qui n'est pas si mauvais que ça, mais on va y revenir. Et finalement, Adrien Antoine, qui a vraiment un excellent rôle et qui, pour un rôle en permanence capture, il s'en sort extrêmement bien. C'est sûrement le seul, je pense. Parce que les défauts sont nombreux à un point inimaginable. Comme je l'ai dit, c'est extrêmement moche Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Les visuels ressemblent carrément à des films DreamWorks non finis. Non, je ne dis pas Pixar pour ne pas copier quelqu'un d'autre. Parce que franchement, même un film chinois que j'ai vu et qui est parmi l'un de mes surprises d'année, à savoir Monkey King, Hero is Back. C'est pas un film en motion capture, c'est un film en CGI. Et même ici, même si le CGI ce n'est pas traité de la même façon qu'en Amérique ou en Europe, au moins le CGI était vraiment quelque chose. Et on avait une technicité dans les passages qui était vraiment qui donnait vraiment quelque chose. Ici pour le coup, malgré que la mise en scène est plutôt bonne, t'as rien de vraiment extraordinaire en termes de grandes scènes, à part peut-être le final, mais le combat final, mais ça c'est uniquement parce que c'est Vanial, le personnage de Adrien Antoine, qui prend toute la place. Mais sinon, pour le restant, les acteurs, à part Adrien Antoine, ils cabotinent à un moment, ils surjouent même à un point où ça casse les oreilles. Surtout le personnage surtout l'acteur qui imite Louis de Funès, celui-là, franchement, déjà mettre Louis de Funès dans l'affiche, fallait vraiment le faire, alors que le mec il est mort. Et en plus, le thème, à savoir cette idée vraiment d'un mec qui a été détruit physiquement dès son naissance, qui est abandonné par sa famille, qui au final essaye d'être avec eux tout en donnant quelque chose d'autre. Ok, ça peut marcher,
Mais le problème, c'est que justement, ça a été mis à côté pour redonner de l'humour. Mais l'humour n'est pas drôle dans ce film. Et c'est là que je commence à en avoir ras-le-bol de cet humour presque à la qu'est-ce que j'ai fait en bon Dieu. C'est cet humour raciste qui commence à devenir énervant. C'est que, justement, une ou deux fois ça marche, mais pendant 1h40, c'est chiant. Voilà pourquoi. Et 3 millions d'entrées pour de la merde, il faut le faire. Et avec une promotion aussi dégueulasse, avec Louis de Funès dans l'affiche. Excusez-moi, parce que franchement, c'est surtout la façon qu'on a vendu le film qui est énervant. Bon, allez, si je veux dire au moins une dernière chose pour finir sur ça, c'est que franchement, c'est une tentative louable pour faire un premier film en animation. C'est peut-être une erreur qualité du film, mais franchement, c'est vraiment merdique à un point imaginable. Pour un film français, surtout pour un film d'animation français, que ce soit en motion capture ou pas, c'est moche. C'est tout. Et qu'on essaye pas de défendre ce film en parlant des entrées, parce que les entrées, c'est l'équivalent du box-office en Amérique. Ça veut juste dire qu'il a été bien vendu. Ça n'a rien à voir avec les cotes. Donc voilà. Pourquoi j'ai pas mangé à mon père, c'est une purge. Je vous le déconseille grandement pour les enfants et même pour votre santé mentale, parce que franchement, il y a des films qui méritent bien mieux que cette merde. Et numéro 2, on continue à surfer dans la merde, puisque apparemment, je sais pas qui s'y se passe, mais Kev Adams, il devrait un peu mieux choisir ses rôles, parce que maintenant, celui que je parle, en deuxième place, c'est L'épreuve 2. Déjà que le premier volet, j'ai pas aimé du tout. Dans le deuxième, est-ce que ça m'a vraiment pas surpris que ce soit de la merde? Franchement, déjà, le vrai point positif du film, c'est à la limite sa mise en scène. Pef, il se donne quand même quelque chose dans la mise en scène qui est plus ou moins soigné. Mais sinon, les acteurs, le scénario, mais qu'est-ce qu'on s'en branle, quoi. Je veux dire, déjà que l'idée des profs en film, c'est inutile, puisque les profs, c'est un dessin animé c'est une bande dessinée de sketch. Tu ne peux pas faire une histoire en une bande dessinée de sketch, à part si vraiment les sketchs si les sketchs établissent un certain univers, comme Kaamelott. Justement, Kaamelott, c'est vraiment des sketchs qui ont quelque chose, qui ont un background, un univers. Et c'est pour ça que justement bientôt on aura un film. Mais ici, même l'humour ici, c'est encore une fois, cet humour aussi lourd, raciste, simple, pas surpris du tout. Qui, en plus de ça, mais déjà que les profs premiers du nom, ça m'énervait à quel point on osait croire, soi-disant, que les élèves les plus cool sont les plus mauvais. Vous allez voir que quand vous essayez de trouver du boulot, vous êtes dans la merde. Et que ici, si dans l'épreuve 2, on nous sort un truc complètement con comme la lune, en disant une agence britannique ont choisi les pires profs en France pour sauver, soi-disant, la petite fille de la reine d'Angleterre, parce que voilà, elle doit réussir son bac. Déjà, c'est prendre les Anglais pour des imbéciles. Le problème, ce n'est pas qu'on s'en moque. Là, ce n'est pas le problème. Mais quand justement le scénario ou la mise en scène est mis de manière sérieuse et non en décalage, c'est un problème grave, mais extrêmement grave. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est surtout il y a la révélation des personnages ainsi que le message du film. Et ça, je vais revenir sur ce message après. Pour la révélation des personnages, déjà qu'on a essayé de donner une histoire d'amour entre Boulard, Kev Adams, donc avec la petite fille de la reine d'Angleterre, qui ne sert à rien puisque le personnage de Boulard fait plus stalker que vraiment un amoureux. Et en plus de ça, aux parents de cette morale, disant oh mais les diplômes c'est pas si important que ça.
Oh bah bien sûr, et pour avoir un boulot de genre, je sais pas moi, les sciences, je sais pas, les sciences, les maths, les langues, l'histoire, tout ça, vous n'avez pas besoin d'un diplôme peut-être? Parce que même moi, qui est étudiant en école de cinéma, j'ai gavé juste pour avoir ce putain de diplôme pour pouvoir aller dans cette école. Donc non, ce genre de choses, il ne faut jamais dire parce que c'est vraiment un message aussi débile qui ne convainc aucune personne sensée. Et ça, hein, c'est vraiment le cas. C'est le genre de film qui m'énerve. C'est le film qui se prétend être décalé, mais qui ne l'est pas vraiment. Je dirais beaucoup plus même, qui se prend au sérieux alors qu'il ne doit pas se prendre au sérieux. Et là, c'est ça le problème des profs 2, c'est qu'il essaye de ne pas être sérieux, mais en fait il est sérieux. Voilà, donc voilà pourquoi il est deuxième. Les profs 2, c'est une bien meilleure purge que le premier. Et ça me fait triste de dire ça, puisque je conseillerais plus le premier prof que ce deuxième là. Parce que franchement, au moins les premiers profs, voilà, on disait c'était une première adaptation, on se laissait prendre, on essayait de retrouver un peu le côté bande dessinée, tout ça. Mais là, franchement, à part la mise en scène et quelques musiques, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? C'est juste merdique. Et finalement, numéro 1, ça choque personne. Ben, ça choquera pas personne parce que vous n'avez qu'à regarder cette bande-annonce et vous verrez. Un vulgaire voleur du nom d'Ali Baba. Aladdin. Quoi, vous voulez que j'en parle? Oh puis merde quoi. Bon voilà, les nouvelles aventures d'Aladin, ben... Je sais pas ce qui s'est passé là. Arthur Benzaken, déjà il sort de nulle part. Sa mise en scène, elle ne vaut que dalle. Les acteurs sont mauvais. Là où pour les autres films Kev Adams où celui-là où Kev Adams est apparu, à la limite jouait juste son rôle, mais là dans ce film il est juste mauvais, c'est tout. Et les scénarios est carrément mensongère, parce que soi-disant il dit qu'il faut pas faire ceci et cela, alors que dans le film tu montres tous les trucs qu'il faut pas faire directement dans nos yeux au premier degré, et tout en faisant un délire qui n'a aucun sens et qui en même temps avec cet humour raciste aussi merdique. Et encore plus que ça, c'est que vous osez mettre Randy et Eric dedans, alors que ce sont des comédiens qui méritent plus que ça. Et en plus de ça, c'est que Eric est plus drôle que Kev Adams. Et c'est vraiment beaucoup, hein. C'est vraiment beaucoup, hein. Parce que franchement, hein, ça me gave. Mais ça me gave vraiment un tel gaspillage d'argent. 15 millions de dollars, enfin 15 millions d'euros à la poubelle. C'est même pas dans la poche du réalisateur, c'est à la poubelle. Et en plus de ça, vous voulez savoir quel a été le montant au box-office? Bon ben bien sûr ça a été un succès, hein, bien entendu. Plus de presque 6 millions d'entrées. Ça vous décourage du cinéma français à produire de la merde. 6 millions d'entrées pour de la merde. Voilà ce qu'est ce film. C'est pas un film parfait, hein, pas un film parfait, ce n'est pas un bon film, ce n'est rien du tout, c'est une merde et tout le monde doit l'oublier. Voilà. Il semblerait que pour ce flop, j'ai beaucoup crié, mais bon. On va se calmer. Et on va passer au top. Et voilà, oui, il y a beaucoup de surprises dans le top. C'est vrai qu'il y en a qu'on aurait voulu
que vous aurez voulu que certains films seraient dans le top, mais les mentions spéciaux sont là. Donc c'est parti pour le top et leurs mentions. Alors pour les mentions spéciales du top, on a Chappie, excellent film, Peanuts, très bon, très sympathique, Spy, assez drôle, Macbeth, magnifique, Steve Jobs, très bon, The Walk, excellent, The Revenant, vraiment très prenant, Ex Machina, envoûtant, et Le Petit Prince, génialissime, et ça me retombe en enfance. Donc voilà. Numéro 5, Everest. J'ai vraiment apprécié Everest dans sa façon de représenter la montagne ainsi que ses dangers. Et les personnages, même si bon, c'est pas les personnages les plus c'est pas les personnages les plus comment dire, attachants du monde, j'allais dire intéressants. Au contraire, ils sont quand même intéressants puisque ils sont quand même allés vers l'Everest, quoi. C'est une chose. Après, c'est toute une question de survie ou de ce genre de choses. Mais voilà. Pour commencer, une mise en scène extrêmement soignée. Les acteurs jouent très bien. Jason Clarke ici, franchement, est beaucoup plus impliqué ici que dans Terminator Genesis, ce qui est quand même assez bien. Et aussi bien entendu, l'histoire se suit très bien. On a certes des petits comic relief comme ça, mais bon voilà. Ce que j'aurais pu dire comme défaut à Everest serait peut-être que on aurait pu se rattraper sur certains personnages, tout ça. Mais sinon voilà, c'est plutôt assez bien foutu de manière générale. Donc voilà, enfin c'est pour ça que les numéro 5, c'est parce que le problème c'est qu'on aurait voulu s'attacher un peu plus à certains personnages. Donc voilà, c'est pas le meilleur, mais ce n'est pas le pire, très loin de là. Numéro 4, et justement un bien meilleur film pour enfants, contrairement à cette merde d'Aladin, Tomorrowland ou À la poursuite de demain. Brad Bird a vraiment signé quelque chose d'exceptionnel avec ce film. Vraiment dommage que ce film s'est planté au box-office, parce qu'une idée pareille, on ne voit pas ça tous les jours au cinéma. Cette idée vraiment d'utiliser un nom d'attraction, ou même de festival de chansons en Belgique, c'était osé, mais il a fait quelque chose d'assez exceptionnel, et de représenter, grosso merdo, un côté optimiste au futur, ce qui est contraire à certains autres univers comme Terminator. Le Tomorrowland a vraiment un bon fond, une imagination assez grandiose. On suit les personnages avec une très bonne efficacité. Le personnage de George Clooney est assez bien foutu. On a Hugh Laurie, notre cher Dr House, en méchant. Ça peut penser bizarre, mais il semble plus ou moins se détacher de son rôle, plus ou moins. Après, le seul problème que je pourrais peut-être donner à Tomorrowland, c'est de ressentir un petit peu ce côté classique quand même. Même si on ressent quand même vraiment le côté vraiment original de la chose. C'est vraiment prenant, mais voilà, c'est malheureusement assez oubliable. Je pense que c'est peut-être ça qui a fait sûrement planter le film au box-office. Le film avec un gros budget, c'est bien. C'est plutôt avec un gros budget, ça se ressent. C'est pour ça que les effets visuels, je les trouve magnifiques. J'aime beaucoup la version Maman j'ai raté l'avion, version futuriste. C'est juste énorme. Mais ce qui est un peu dommage, c'est qu'on le voit dans les bandes annonces et dans les extraits sur internet. Donc ça perd un peu de son charme. Mais sinon, voilà, je trouve que... Mais voilà, pour conclure, Tomorrowland est une petite merveille, une expérience assez bonne. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il soit assez classique malheureusement et oubliable. C'est vraiment dommage, mais voilà, c'est quand même assez bien de manière générale. Numéro 3, alors je sais que ça risquerait de déranger certaines personnes, mais tant qu'il est dans le top, c'est quand même une bonne chose. C'est Vice Versa de Pixar. Vice Versa a su me conquérir avec son thème et sa narration. Les personnages, surtout les sentiments, sont vraiment attachants. Joie, dégoût, tristesse et colère et la peur sont vraiment des personnages qui même maintenant
qui en peu de temps sont devenus cultes. C'est quand même quelque chose quand même. C'est peut-être la mode Five Nights at Freddy's comme ça, que les personnages principaux directement deviennent cultes. C'est comme ça, mais au moins la différence entre ces deux univers, c'est que vice versa, ben c'est moins dérangeant, et c'est beaucoup plus accessible. Moi personnellement, si je devais dire un sentiment que j'apprécie beaucoup, moi j'en ai deux. Enfin, c'est colère, mais ça c'est principalement parce que j'apprécie beaucoup sa façon de rager, et la joie. La joie pour son côté vraiment. Oui. Franchement, à chaque fois que je la voyais, ça me fait péter de la bonne humeur. Son nom le colle très bien en fait. Et également, elle a sa propre chanson, que c'est Tears of Joy, qui est assez magnifique comme musique. La musique dans le film est assez bien et assez bonne dans l'ensemble, parfois même assez mouvant. Et surtout aussi que j'adore cette avancée de l'enfance à l'âge adulte qui est vraiment bien retranscrit dans le film et qui, franchement, c'est tout comme le Petit Prince, vice versa, m'a fait retomber en enfance. La fois où j'ai revu Monstres et compagnie, Le Monde de Nemo, les Indestructibles, etc. Ou les Toy Story aussi. Donc voilà, vice versa, c'est le meilleur Pixar de cette année. Je le trouve quand même un petit peu supérieur à Voyage d'Arlo, mais Voyage d'Arlo n'a pas à rougir, c'était un excellent film aussi. Voilà, ben vice versa, ben, c'est excellent et il mérite bien d'être dans le top. Et il le mérite très bien. Ensuite, numéro 2, ça peut énerver certains, comme ça peut réjouir beaucoup de gens. Star Wars, Le Réveil de la Force. J'ai kiffé ce film un gros point. J'ai retrouvé ce que j'ai vraiment plu dans la trilogie. Et même si c'est vrai qu'on aurait pu faire un petit mélange avec la prélogie aussi. J.J. Abrams a vraiment tenu son pari de vraiment redonner une renaissance à Star Wars. Parce qu'il faut quand même avouer, la prélogie, sans être extrêmement mauvaise, elle a été assez inégale. Surtout venant du premier et du deuxième volet. Soit le premier c'était plus dans certains points scénaristiques et je parle pas du personnage de Jar Jar, on peut dire que c'est un détail, mais pour le deuxième c'est surtout certains effets spéciaux et l'histoire d'amour qui est vraiment à la ramasse. Le troisième volet, et c'est pour ça que je déteste pas la prélogie, c'est parce que l'épisode 3 c'est mon préféré de la prélogie. Mais voilà, pour Star Wars 7, je trouvais la mise en scène vraiment excellente. Après, il y a certaines idées de mise en scène qui font penser au Star Trek que J.J. Abrams a déjà fait, ainsi que certaines mises en scène appartenant aux anciens Star Wars, mais c'est à peu près normal, puisque Star Wars 7 voulait vraiment rendre hommage à l'ancienne trilogie pour vraiment clôturer. Je trouve que c'est ça en fait Star Wars 7. Il veut clôturer tout ce qui a été fait avant. Et c'est pour ça qu'il fait vraiment un hommage aux anciens films. Et pas de fanservice. Des Spylators. Mais bon, si je devais dire vraiment des défauts à Star Wars 7, parce que c'est quand même un petit peu le cas, il n'est pas totalement parfait. Il est en dessous d'un certain autre film que je dirais pas le nom pour le moment. Les défauts par exemple, ce serait par exemple que on ressent dans le film que c'est un épisode 4 2.0. Mais d'un autre côté, je vois pas trop comment ils auraient pu faire d'autres. Je veux dire, quand on regarde la prélogie même le premier épisode, l'épisode 1, ça fonctionnait un petit peu comme l'épisode 4 aussi. Je veux dire, un héros qui est promis pour quelque chose de grand, tu as un mentor, un mentor qui l'aide au fur et à mesure qui l'aide plus ou moins au fur et à mesure. L'élu qui sait faire plus ou moins quelque chose. Une menace qu'on croit qu'il n'existe pas mais qui est bien présent. Les droïdes dans la prélogie, le premier ordre dans le Star Wars 7. Et finalement, un méchant qui est ultra classe, Darth Maul dans la prélogie et
et Kylo Ren dans Star Wars 7. Ne rigolez pas. Kylo Ren est cool. Certes, moins cool quand il enlève le masque, et c'est ça le défaut que je dirais. Mais sinon, Kylo Ren, de manière générale, est quand même assez cool. Pourquoi je dis ça? Parce que Kylo Ren, le problème, c'est que justement, c'est un mec qui est classe, sous son masque. Quant à Smoke, j'ai oublié de dire, moi, pas grand chose à dire. Je trouve que c'est un Palpatine 2.0, tout simplement. Mais voilà, pour Kylo Ren, c'est que le problème, c'est que avec son casque, il est classe. Le problème, c'est que quand il enlève son casque, il perd un peu de son charme, en gros. Moi-même, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oui, il faudrait mieux qu'il reste sous son masque, là. Il était beaucoup plus classe comme ça. Parce que, voilà, à la limite qu'il ait fait ça devant son père. Je vous dis pas qui est le père de Kylo Ren, pour ne pas spoiler. À la limite qu'il fait ça devant son père, quand il enlève le masque, à la limite, je dis oui. Mais voilà, le faire avant, ça perd tout son charme. Voilà. Pour moi, les seuls défauts de Star Wars 7, c'est un épisode 4.0, même si c'est compréhensible. Un Smoke qui a un espèce de Palpatine 2.0. Après, j'ai pas parlé de Starkiller, qui est la planète servant d'étoile de la mort. Voilà, pas grand chose. Hein, c'est une étoile de la mort 2.0. Qu'est-ce que vous voulez que j'en dise? Et Kylo Ren qui est moins classe en son casque. Sinon, de manière générale, il reste quand même assez classe. Donc voilà. Donc voilà, Star Wars 7, excellent. Mais ce n'est pas le chef-d'œuvre de cette année 2015. Parce qu'il y en a un. Je crois que j'aurais pas besoin de dire c'est qui le numéro 1. Mais voilà, je le dis quand même. Le numéro 1 de cette année, c'est aucune surprise. Mad Max Fury Road. Ce film est vraiment celui qui a donné une grosse claque là où certaines personnes étaient sceptiques. Parce que franchement, les fans hardcore qui ont gueulé sur le choix de Tom Hardy parce qu'ils voulaient revoir Mel Gibson dans le rôle, arrêtez quoi. Mel Gibson est trop vieux pour ces conneries, et vu les scènes d'action du film, vous croyez vraiment que Mel Gibson saurait faire tout ça? Moi, je n'y croirais pas du tout. Donc, et surtout que le film a été à 85% tourné en réel. Alors voilà, ça veut dire que si on met Mel Gibson dedans, on aurait rajouté les numériques. Donc voilà. Mais voilà, ce que je veux. Et aussi le fait que les fans, ils ont même insulté George Miller d'être un traître. Franchement, ceux-là sont même pas des fans. Eux, ces mecs qui ont dit ça, ils devraient se faire violer par Kev Adams. Ce serait beaucoup plus plaisant pour eux. Mais voilà. Et aussi cette coup de gueule complètement débile, disant que Mad Max Fury Road est sexiste parce que soi-disant on a des femmes fortes dans ce film. Encore une fois, c'est cette même organisation qui prône les droits des hommes. Moi personnellement, je leur dis d'aller se faire foutre. Je suis moi-même un homme et ça m'a pas dérangé. Donc je vois pas pourquoi pour vous ça doit être une révolution, parce que franchement. Mais bon, ce que je dois dire du film, la mise en scène est géniale, très bien foutu, très bien éclairé, les acteurs génialissimes, les effets spéciaux un délice, les scènes d'action prenant, épiques, surtout la tombée de sable, qui même si la tombée de sable c'est du numérique, mais ça c'était logique, parce que sérieusement on n'allait quand même pas mettre une vraie tempête de sable, quoi. Je veux dire, vous aurez vu tous les problèmes de tournage. Mais sinon voilà, pour le méchant, à savoir Immortal Joe, bien foutu, même s'il ressemble assez à un méchant de Power Rangers, mais ça doit être un méchant de Power Rangers et extrêmement classe. Et aussi, bien entendu, un scénario certes basique à la BB Coyote, mais un BB Coyote sauvage, brutal et jouissive. Voilà pourquoi c'est le numéro 1, parce que Mad Max Fury Road, c'est un reboot qui non seulement rend hommage aux anciens, mais qui arrive à créer toute une nouvelle dimension de la mythologie Mad Max.
Et c'est pour ça que j'aime la mythologie Mad Max, c'est que c'est cet univers totalement gigantesque. Voilà pourquoi il est numéro 1, Mad Max Fury Road domine l'année 2015. Même s'il ne recevrait pas l'Oscar 2015, au moins il a su impressionner. Et rien que la nomination, c'est déjà quelque chose. Donc voilà, c'est fini pour... c'est fini bien entendu pour ce bilan 2015. Je vous laisse pour une nouvelle vidéo. Peut-être une surprise d'une nouvelle émission, parce que je compte essayer de commencer une nouvelle émission. Peut-être sur l'actualité ou ce genre de choses. Et pour le moment, je vous laisse parce que je vais m'amuser avec ma Nintendo 3DS. À bientôt!